théorique, et ce qu'il faut apprendre simplement en le faisant. Nous nous sommes intéressés un petit peu à cette époque-là aux écoles d'apprentissage maritime. Parce que voilà, c'était un métier qui n'était pas tellement éloigné de celui de la saliculture. Et en fait, c'était souvent des gens du même milieu côtier de Bretagne méridionale qui choisissaient l'un ou choisissaient l'autre. Et là, les écoles d'apprentissage maritime existaient depuis longtemps pour permettre d'apprendre comment gagner sa vie dans la marine marchande, par exemple. Mais il y avait aussi des sections pêche. Alors nous sommes intéressés, on s'est dit, bon, alors comment est-ce qu'ils feront la pêche? Parce que la pêche est un petit peu comme ça aussi. Là aussi, un pêcheur apprend à connaître ses fonds de pêche. Il apprend à savoir qu'il est de telle et telle manière. Par exemple, si on cherche des grottiers, il faut savoir qu'il y a des grottes. Il faut savoir à quel endroit, parce que ce n'est pas visible. Il faut avoir deviné, où on vous l'a dit, maintenant on parle à plongée sous-marine, qu'à tel endroit il y a une petite plage devant une petite grotte et que par conséquent il y aura probablement un homard qui est là. Alors nous sommes allés voir les manuels d'école d'apprentissage maritime, voir comment c'était. Et là nous avons une autre surprise, c'est qu'on nous disait, oui mais voilà, on apprend quand même un savoir de type scientifique à ces jeunes gens. C'est un savoir de type généraliste et donc ça ne peut que leur servir, des questions de physique, de biologie, et ça... c'est quelque chose qui constituera un bagage qui n'est pas négligeable. Et là, nous sommes aperçus d'une chose étonnante, c'est que ce n'était pas du savoir scientifique qui se trouvait là. Ce qui se faisait passer pour un savoir scientifique, et nous l'avons appelé, pour le distinguer, on l'a appelé savoir scolaire, c'était un ensemble de propositions en disant telle chose est de telle manière, ceci est comme ceci ou comme cela, mais qui ne composait pas du tout ce qu'on appellerait un édifice théorique. Il n'y avait pas de connexion entre tout ça. C'était un ensemble de propositions, mais qui étaient produites sur le modèle, je dirais, du catéchisme plutôt que du traité scientifique, avec un certain nombre de propositions qui étaient répétées de génération en génération. Et ça existe, je crois, dans tous les milieux. Moi, quand je suis entré en finance, j'ai découvert la même chose, qu'il y avait un catéchisme, on disait c'est comme ceci, comme cela. Et le problème, bon, je vais comme faire une allusion à la crise, le problème de la crise de 2008 dans le modèle financier, c'est que la science, qu'on appelle science économique, est en fait souvent aussi simplement un ensemble de propositions disjointes, qui n'ont pas de relation particulière les unes avec les autres, et qu'on répète sous la forme de l'endoctrinement comme étant la manière de comprendre les choses. Alors, ce qu'il fallait, d'une part, il fallait, nous, je dirais, nous qui réfléchissions en tant que sociologues à ce sujet-là, c'était de faire comprendre à ceux qui allaient enseigner ce type de savoir, d'une part, qu'il y avait une partie irréductible, une partie d'ordre simplement empirique, de comprendre son marais parce que tel lotille est de telle manière, tel œillet est de telle manière, qu'on ne pourrait pas aller au-delà de cela, et qu'effectivement, de dire le pèse-sel va vous permettre de résoudre tous les problèmes, ce n'était pas l'approche qu'il fallait. Donc il fallait d'une certaine manière dissocier la partie de ce qui serait appris et qui ne pourrait être que de manière empirique, c'est-à-dire qu'il fallait découvrir dans sa singularité. Vous savez, bon, Aristote a dit la science est le discours de l'universel, mais à quoi sont confrontés des pêcheurs, des saliculteurs, des ostréiculteurs? C'est à la singularité du monde, c'est le fait que chacune de ces choses à laquelle ils doivent se confronter n'est pas généralisable, n'est pas universalisable. On est dans la particularité absolue. Oui, on sait qu'il y a de l'eau, on sait qu'il y a du vent, mais ça ne dépasse pas beaucoup le savoir qu'on peut avoir, on ne dépasse pas de beaucoup cela. Quand vous réglez l'eau pour faire, parce que le problème, évidemment, il y a deux problèmes dans un marais. L'un, c'est de le noyer, qu'il y a beaucoup trop d'eau et ça ne va pas s'évaporer, et l'autre, c'est de le laisser sécher. Et donc, quand vous avez vos 40 œillets, aucun savoir expliqué ne pourra vous dire comment régler l'eau. Il faudra que vous découvriez comment l'eau se comporte dans cet environnement-là, en fonction d'un certain ensoleillement, d'un certain type de vent, d'une combinaison particulière du soleil et du vent, etc. Mais que par ailleurs, il y a moyen aussi de produire un savoir de type généraliste
qui est utilisable parce que ce sont des principes tout à fait généraux, mais de savoir que ce qui passait, en tout cas dans les écoles d'apprentissage maritime, comme étant un savoir scientifique, parce que c'est comme ça que les enseignants le proposaient, que ce n'était pas véritablement un savoir scientifique, et que si on voulait un savoir scientifique, parce que lui parle de l'universel, et ça peut être intéressant d'avoir quand même, je dirais, des propositions de type universel auxquelles on peut se rattacher, il fallait construire un savoir de ce type-là. C'est ce que je viens de dire sur la différence entre un savoir scolaire et un savoir de type scientifique. Je crois que c'est l'historien des sciences, Paul Feyerabend, qui raconte ça. Il est d'origine allemande, il a fait toute sa carrière aux États-Unis, je crois qu'il est mort dans les années 1980, mais il parlait d'une expérience qui avait été faite et qui était de cet ordre-là dans des écoles allemandes, où on avait demandé au professeur d'expliquer le problème de la... Attendez, comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un problème de type classique en physique, qui avait été résolu d'ailleurs par Galilée à l'époque. C'est la chose suivante. Nous allons faire passer un bateau en dessous d'un pont. Ce bateau va passer en dessous d'un pont au moment où se trouvera un observateur sur le pont. Et il y aura, tout en haut du mât du bateau, il y aura un homme qui sera là et qui aura un boulet dans la main. Sur le pont, il y aura un homme qui aura lui aussi un boulet dans la main, et ils passeront suffisamment l'un près de l'autre pour qu'ils puissent, de la même hauteur, au moment où le bateau passe, laisser tomber le boulet dans le bateau au même moment. Celui qui est dans le bateau qui se déplace et qui est en haut du mât, et celui qui est au-dessus du pont, qui est statique, ils vont laisser tomber leur boulet au même moment. Est-ce que le boulet va tomber au même endroit dans le navire? Voilà. Et donc c'est un problème donc, de ce qu'on appelle d'inertie, parce que le boulet qui se trouve dans le bateau, qui est porté par celui qui est en haut du mât, se déplace. C'est un boulet qui est en déplacement, puisque le mât se déplace, puisque le bateau se déplace, alors que celui qui est sur le pont est statique. Et la question qui a été posée, c'était les deux vont-ils tomber au même endroit? Parce qu'ils sont lâchés, l'un va être lâché ici, l'autre va être lâché là. Vont-ils tomber au même endroit? Oui ou non? Et la réponse est qu'ils n'ont pas tombé au même endroit. Parce qu'effectivement, il y a l'inertie du boulet qui se trouve déplacé. Le boulet qui est lâché par l'homme en haut du mât va tomber exactement au bas du mât. Parce qu'il est dans un système où ce boulet est déjà en déplacement avec le reste du navire, le mât lui aussi, et le boulet ne va pas tomber verticalement par rapport au monde réel, puisque le bateau est en déplacement, mais il va tomber verticalement à l'intérieur du système constitué par le boulet, par l'homme en haut du mât et par le bateau. Il va tomber verticalement là. C'est-à-dire qu'en fait, il va parcourir une certaine courbe en réalité, mais tombera au pied du mât. Tandis que le bateau, le boulet lancé par celui qui se trouve sur le pont, le bateau va se déplacer et par conséquent va tomber en arrière du mât. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est parce que Feyerabend la racontait. Et on avait posé la question aux professeurs de physique dans les lycées allemands. On leur a posé la question et il y avait une majorité qui avait donné une réponse fausse en disant que le boulet allait tomber au même endroit. C'est-à-dire que le changement qui s'est passé donc au XVIe siècle galiléen, la représentation exacte du mouvement, n'avait pas été assimilé par une majorité des professeurs de physique dans les lycées. Renvoyant cette notion de ce savoir scolaire qui, lui, se constitue d'une manière qui a un rapport avec le savoir scientifique, mais qui, en étant déconnecté sous un ensemble de phrases disjointes, d'une certaine manière, ne produit pas un véritable savoir scientifique, mais un ensemble de propositions qui sont vraies ou fausses d'un point de vue scientifique, mais qui, en tout cas, n'ont pas une cohérence interne en étant reliées les unes aux autres. Et donc voilà la réflexion qui nous avait conduit à écrire ce livre pendant cette expérience parallèle qui était essayer de comprendre comment permettre à une nouvelle génération
de Paludier d'intervenir sur le Marais, alors qu'il y avait eu une rupture du savoir en termes de transmission, c'est-à-dire que des jeunes gens allaient venir sans être passés par l'ensemble de ces étapes successives qui étaient de d'abord jouer au bord du Marais, puis de devenir un supplément par rapport à la logique du Marais, et puis ensuite de s'intégrer petit à petit au point d'arriver un jour en position de savoir, non pas de savoir perçu par soi-même, puisqu'il y a cet étonnement de dire « mais non, moi je ne sais pas encore », et on le dit « si », parce qu'en fait, tu sais, il n'y a rien de plus à apprendre que ce que tu sais déjà. Comment reconstituer une génération? Et donc nous étions arrivés à cette conclusion. Il faut produire un vrai type de savoir de type scientifique qui servira de cadre, mais qui n'est pas probablement qu'on ne peut pas bâtir de manière très simple par rapport à ce qui est déjà donné dans les écoles, par rapport à ça, parce que ça ne fait pas l'affaire, parce que justement il n'y a pas cette cohérence interne de discours, mais qu'il y a des limites à ce qui pourra être enseigné de cette manière-là, parce que ces milieux sont des milieux extrêmement particulier, et non seulement particulier, mais où la singularité de chacune des types de circonstances, le fait que quand vous avez quatre de ces bassins de 8 mètres sur 8 mètres, leur comportement, alors malgré leur proximité dans l'espace, leur comportement sera probablement différent, et il aura une histoire qu'on pourra reconstruire, que dans celui-là, il y a toujours du limu, du limu, ce sont des algues vertes, il y aura toujours du limu dans celui-là, dans l'autre, il n'y aura jamais de limu, dans celui-là, il y aura des salicornes qui pousseront au bout, au bord, et qui vont essayer d'envahir la surface, et dans cet autre, on n'aura jamais ce problème, etc. Alors, la question, on le voit, il y a donc un apprentissage et puis il y a cette conviction qui doit être acquise à un moment ou un autre par celui qu'il faut convaincre, que les aînés doivent convaincre qu'il a appris et qu'il n'y a pas d'autre chose encore à apprendre. Parce qu'il y a toujours cette représentation de dire mon savoir est incomplet. Ce sont des métiers qu'on apprend par apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un maître ou une maîtresse qui va apprendre le métier. Et donc, un des rôles va être de dire, oui, tu connais suffisamment pour pouvoir le faire toi-même. Moi, j'avais donc écrit ce livre sur l'île de Watt, où j'avais vécu en 73-74, et où j'avais appris le métier de la pêche. Et récemment, on l'a republié parce qu'il avait été épuisé pendant un certain nombre d'années, et on m'a demandé d'écrire une préface, et j'ai raconté une anecdote que j'ai racontée. C'était un moment qui était un moment justement, je dirais, fondateur. Voilà, moi je suis un jeune qui vient de la ville, qui s'installe là, qui demande aux pêcheurs, est-ce que vous voulez bien que j'apprenne le métier avec vous? Et on vous regarde d'abord avec méfiance, d'abord parce qu'on sait que le métier est dangereux, on ne veut pas se retrouver avec des problèmes, voilà, il faut demander au quartier maritime d'avoir une dérogation, etc., etc. Mais une fois qu'on est là, et bien on a un jeune qui est dans une position particulière parce qu'on est mousse, on est apprenti, mais on n'a pas l'âge. Moi j'avais 25 ans et en fait on est mousse à 14 ans, donc voilà, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous apprenez le métier, on vous montre comment ça se passe, et voilà, ça entre ou ça n'entre pas. Mais il y a un moment que je raconte justement dans cette préface récente, écrite en 2012, si j'ai bon souvenir. C'est le moment suivant, c'est que on est sur le port, on est en fin de journée, la plupart des bateaux sont rentrés, et puis il y a une fusée, voilà, une fusée. Alors on regarde et on dit, qu'est-ce qui n'est pas rentré? Ben machin n'est pas rentré, Jean Perron n'est pas rentré. Ça doit être lui la fusée. Alors, s'il lance une fusée, c'est qu'il y a un problème. Alors, on y va, et on regarde autour de soi. Et là, c'est un moment dont je me souviendrai. On se tourne vers moi, et on me regarde. Voilà, j'étais dans l'île depuis 3-4 mois, etc. Et on me regarde avec cet air torve en disant, moi je voudrais venir. Et on me regarde en disant, est-ce qu'on le fait venir, oui ou non? Voilà. Et on dit, allez, viens. Et là, c'est un moment fondateur, parce que c'est le moment où on vous fait comprendre, eh bien voilà, le métier, tu le sais assez suffisamment pour le faire avec nous, et on verra bien ce qui se passe.
Évidemment, si on fait une connerie, on se fera engueuler, mais ça, c'est le cas de tout le monde, ça, c'est pas spécial. Mais en tout cas, on vous a reconnu, il y a eu la reconnaissance de dire « tu peux venir avec nous parce que tu sais à nos yeux suffisamment comment le faire pour que ça puisse bien se passer. » Alors, comme je vous ai dit, il y a longtemps que je n'ai pas parlé de ce genre de choses. Ce sont des souvenirs qui datent de 40 ans et un peu plus. J'ai la chance de revoir ces gens avec qui, enfin ceux qui vivent toujours. Parce que malheureusement, quand on retourne 40 ans plus tard dans ces endroits-là, il y a beaucoup de gens dont on ne voit que la pierre tombale au cimetière. Mais il y en a quelques-uns encore qui sont là, avec qui on a appris ce genre de choses. Et où on parle de ces choses comme elles sont passées. Souvent, ce qui crée, enfin on le sait, c'est vrai de manière générale, ce qui crée les liens et justement l'appartenance à une communauté, c'est de passer par les mêmes expériences, souvent dramatiques, s'y trouver ensemble, et de se retrouver à ces endroits-là, ensemble dans une épreuve, dans quelque chose qui fait qu'on jugera le caractère de l'autre, on jugera son caractère à soi aussi parce qu'on peut être surpris par la manière dont on réagit dans des situations dramatiques, mais où on se fait une image de l'autre parce que beaucoup de cette connaissance est une connaissance qui est faite à partir de l'identification aux autres qui connaissent justement ce métier. Dans les circonstances d'hésitation, on se dit, tiens, qu'est-ce que Jean-Michel aurait fait, etc. Et c'est comme ça qu'on résout le problème. Simplement, voilà, on ne connaît pas. Et qu'est-ce que Jean-Michel aurait fait? On se reconstitue plus ou moins une image de Jean-Michel et on se dit, voilà, il aurait fait ça. Et on a raison, parce que, peut-être pas, c'est peut-être pas ça qu'il aurait fait. Peut-être que lui aurait fait une connerie, mais soi-même, on arrive à le faire. Alors, je vais m'arrêter là, on va discuter de ces choses-là. On a la chance d'être peu nombreux et de discuter d'un thème qui est un thème qui me tient à cœur, mais qui est un thème qui, pour moi, a une valeur un petit peu historique. On pourrait, je veux dire quand même un mot sur la manière dont les choses changent avec parce que j'en ai parlé un tout petit peu ce matin, à propos de l'Internet et de la capacité qu'on a maintenant de découvrir des tas d'informations de manière beaucoup plus simple que ce n'était autrefois le cas, que pour des choses qui vous demandaient d'aller à la bibliothèque, et parfois une bibliothèque lointaine, quand on travaille sur un sujet un peu pointu, de passer des heures à tendre des livres, à chercher dans des livres qui ne sont pas les bons parce que il n'y avait pas de fonction de recherche qui vous permettait de trouver tout de suite dans un bouquin où se trouve le mot que vous cherchez. Nous sommes dans un monde... Ce matin, il y avait pas mal de critiques par rapport aux jeunes qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus rechercher ceci, qui ne font plus que des monosyllabes, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont une chance devant eux, c'est que ce processus d'apprentissage qui se fait par la transmission, là, qui se fait par les livres, simplement parce qu'on peut lire quelque chose qui est écrit, est devenu beaucoup plus simple et le processus est véritablement facilité. Il est possible d'écrire un article scientifique maintenant en, je dirais quelque chose au hasard, en un mois, un article qu'il fallait un an pour écrire avant l'Internet, simplement parce que l'accès à l'information est de loin facilité. Et aussi parce qu'on peut très facilement tester son texte auprès d'autres personnes sans devoir l'écrire, le mettre dans une lettre et ainsi de suite. Ou attendre que ce soit publié dans une revue, un processus qui prenait d'habitude et qui prend toujours, quand on passe par ça, un an ou deux avant de pouvoir même en voir les échos de ce qu'on a pu penser. Je disais ce matin que je me suis réveillé vers 4 heures ce matin en me disant, zut, il y a ce texte que je voulais terminer avant de venir à Becherel, je l'ai terminé à 4h20, à 4h21, n'importe qui dans le monde qui comprend le français pouvait le lire, et il était là à la disposition de ceux que ça pouvait éventuellement intéresser. Alors voilà, je vais arrêter là et nous allons discuter un petit peu de ce sujet. Il faut que c'est moi qui fais circuler le micro, je suppose. Sans micro? Oui, sans micro. La transmission du savoir n'est-elle pas valable pour tout, pratiquement toutes les professions, quelles qu'elles soient, pour un pâtissier, un boulanger,
Oui, oui. À partir du moment où c'est beaucoup plus manuel, peut-être Oui. qu'intellectuel. Mais ce que nous avions découvert, c'est que, et ça pour nous c'était une surprise, c'est qu'il y a beaucoup plus, et nous avions appelé ça, le savoir ne se transmet pas, c'est le travail qui se transmet. Parce que ça nous avait frappé, c'est que dans ce processus de réapprentissage, il y a beaucoup plus, quand on l'observe dans un tas de métiers, il y a beaucoup plus de réinvention individuelle que de transmission à proprement parler. Pourquoi? Parce que nous sommes une espèce qui ne naît pas, et je relisais Lacan là-dessus récemment, ce que les biologistes appellent une espèce néotène, où les jeunes dans notre espèce sont beaucoup plus démunis que dans la plupart pour la plupart des animaux autour de nous. Le petit poussin hors de son œuf, il ne faut rien lui apprendre, il court déjà, il sait déjà ce qu'il faut faire, il voit une graine, il le mange. Nous ne sommes pas de ce type-là. Nous avons véritablement, il y a toute une période assez longue où il faut qu'on nous apprenne pour que nous sachions quelque chose. Mais par la suite, nous avons souvent le sentiment que, voilà, j'apprends ceci. Bon, il y a toute l'organisation scolaire où le professeur est là pour transmettre un certain type de savoir. Et il y a toujours, il était fait allusion ce matin, il y a toujours une sorte de frustration des enseignants de voir l'enfant qui a appris des choses en dehors de l'école, etc. etc. L'enseignant aimerait bien que tout ce que l'enfant sait, ce soit par lui. Mais l'enfant est c'est une petite machine en soi lui-même qui est curieuse, qui va trouver les choses partout et qui sont enseignants parmi nous ici savent que quand on donne un cours et que vous voyez